tous à tous de nous rejoindre sur la dernière partie d'INSEM. On est évidemment en direct et on va poursuivre avec une thématique dédiée à la psychologie. 2% de la population mondiale aurait un QI supérieur à la moyenne. On peut les qualifier de surdoués. Alors ça ne signifie pas être plus intelligent que les autres, mais fonctionner avec une intelligence différente. On parle de HPI, haut potentiel intellectuel, qui se manifeste souvent par une hypersensibilité. Alors il faut apprendre à composer pour se sentir à l'aise avec la norme et le coaching peut être une aide pour y parvenir. On a donc demandé les conseils de Pascal Berthaud-Balench, elle est coach professionnelle. Si vous avez envie de lui poser des questions ou de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors on écrit sur Facebook. Faustine, vous veillez. Tout à fait, réveillez le haut potentiel qui est en vous et posez-nous des questions. Alors on n'hésite pas, on va sur Facebook. Exactement. Allez, c'est parti, on vous dit tout sur le coaching pour les HPI. C'est parti. Bonjour Pascal et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Vous êtes donc coach professionnel certifié. Donc, vous êtes diplômé du Centre européen de formation au métier du coaching professionnel. On est vraiment ravis de vous accueillir pour parler de ce sujet un petit peu en vogue. Mais j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur votre parcours à vous qui est déjà atypique en soi. Eh bien oui, un peu atypique parce que je suis quelqu'un de passionné, on va dire, à la base. Et donc, une fâcheuse tendance à la curiosité et aller un peu toucher un peu partout, ce qui me donne un peu de piment et pour mettre notamment un sens aux choses, à la vie et passionné de l'humain. Et donc, en fait, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir, faire de nouvelles choses. Et aujourd'hui, je suis dans un tournant de ma vie, c'est vrai. Et à travers le coaching, peut-être une vocation de continuer à accompagner des gens, ce que je faisais auparavant. Qu'est-ce que vous faisiez rapidement dans un milieu artistique, voilà. Mais ça continue. On va dire que le coaching aussi est un art. Voilà, peut-être l'art d'agiter, de bouger certaines choses. Alors parlons-en du coaching. Pour qui, pourquoi ? C'est un terme qui est un petit peu à la mode. Ça se décline vraiment dans tous les domaines du quotidien. Vous le définiriez comment, le coaching ? Alors le coaching, c'est vrai que c'est tout d'abord c'est un réel métier qui repose sur un socle d'études. C'est une discipline des sciences humaines qui se retrouve au carrefour vraiment de plusieurs disciplines comme les neurosciences, la psychologie, certains concepts philosophiques. Et donc avec tout ça, on a établi donc cette discipline qui est le coaching. Le coaching, c'est vrai, c'est un spectre large en fait. On peut coacher tout à chacun, un enfant, un ado, un adulte, un artiste, un homme politique, un sportif, une personne à la retraite. Donc c'est vrai que chacun peut s'y retrouver en fonction de ses demandes et ce vers quoi il a envie d'aller. Alors il faut qu'on fixe des objectifs. Exactement. Le coaching, c'est réellement un accompagnement. En fait, on va accompagner quelqu'un, une personne, un individu, ou une équipe, ou une entreprise à atteindre un objectif. C'est un travail à deux, dans un rapport vraiment collaboratif, où on aura simultanément vraiment décidé d'un objectif ensemble. Donc c'est vraiment en vue d'un changement. Pour autant, le coaching se veut de rendre la personne autonome, retrouver une certaine responsabilité. Et donc on va miser sur toute une didactique en fait à travers nos outils. Mais le but étant vraiment de rendre cette personne... Trouver la force d'atteindre déjà de redonner objectifs. Un sens. C'est vraiment une discipline qui repose sur une logique de sens. D'accord. Alors, on ne peut pas aller vers un objectif sans avoir donné une logique de sens en fonction de qui on est à l'intérieur, qui je suis, pour savoir où j'ai envie d'aller en fait. Voilà. Donc on va travailler vraiment en intériorité, sur cette identité notamment, pour savoir qui je suis, vers où je veux aller, dans une logique de sens, un travail en intériorité pour aller vers l'extériorité, c'est-à-dire la mise en action de nouveaux changements. Donc le coaching va amener une personne en fait à avoir un autre point de vue sur une situation. Parce que mon point de vue change, alors je peux imaginer que je vais changer. Mais si je reste sur un même point de vue, alors il y aura évidemment des choses à faire. Peut-être revenir sur des croyances, des valeurs, des freins. On voit que c'est très très large. Mais vous, rapidement, quel type de coaching est-ce que vous faites ? Alors moi, je me suis... qui ? Oui, moi je coach. En fait, je coach tout le monde, j'ai envie de dire, mais
Enfin, je coach tout le monde. Je ne suis pas vers le coaching d'entreprise. Je fais du live coaching, du coaching de vie, en fait. Hein. Donc, ça va toucher notamment dans le live coaching, on va mettre le coaching de transition. C'est-à-dire, on va passer d'un moment de sa vie à un autre à travers parfois des moments même difficiles. Hein. Ça peut toucher un deuil, une séparation, un divorce, un changement de job, une reconversion. Donc, on est dans le coaching de transition. Et pour passer ces étapes-là, on va évidemment aller vers ce fameux développement personnel. Donc, on parle de coaching en développement personnel ou professionnel. Lorsqu'on va travailler sur le leadership, sur du coaching de manager, par exemple. Voilà. Donc, on va toucher encore une fois à tout ce qui est gestion du stress, des émotions. Donc, en fait, voilà, ça touche à l'humain, vraiment, en direct, j'ai envie de dire. Alors, vous coachez également en particulier des personnes qualifiées à haut potentiel intellectuel. Qu'est-ce que ça signifie, Pascal ? Alors, c'est un vaste sujet. En 10 minutes, ça va être très compliqué, mais je vais essayer. En une ? Voilà. On va dire c'est votre challenge. Ouais, le haut potentiel intellectuel. Alors, qui dit haut potentiel intellectuel, on parle d'intelligence. Hein, à travers le potentiel, on parle d'intelligence. On va dire que ce serait bien de dire en fait ce que c'est pas, parce qu'on a tendance à voir le haut potentiel, le petit génie derrière ses lunettes ou quelqu'un qui c'est pas ça. C'est pas forcément ça. Ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément ça. Ça traduit une intelligence qui est différente en fait. C'est un mode de fonctionnement qui est différent, une appréhension du monde différente. Donc une intelligence qui sera pas quantitativement plus, mais peut-être qualitativement différente. Une manière d'aborder par des caractéristiques, le monde, son environnement. Et du coup, comme on ne fonctionne pas dans la norme, par rapport à des ressentis, des choses, on va ressentir chez ces personnes-là une certaine complexité, une certaine comment dirais-je, sensibilité, intensité. Tout est plus, en fait, tout va très vite, plus. On a tendance à faire des liens, d'aborder les choses d'un point de vue global. On parle souvent de la pensée latérale, de ces fameuses... la pensée latérale d'Édouard de Bono, notamment, quand on voit les choses de manière systémique. Cette fâcheuse tendance à faire des liens. Alors, ça va très vite. Une hyperesthésie aux stimuli. Donc, on se retrouve souvent dans un débordement, on va dire, d'émotions, de ressentis qui va faire que parfois, on peut se sentir débordé, dépassé. Ouais. Voilà. Donc, d'accord. Voilà. Alors moi, j'aimerais qu'on parle des enfants. En moyenne, il y a entre 2 et 5 enfants sur 100 qui ont un haut potentiel intellectuel. Et pourtant, eh bien, un tiers d'entre eux se trouvent en échec scolaire, en tout cas en difficulté. Comment ça s'explique ? Ça s'explique je dirais tout naturellement par ce fameux décalage, en fait. Parce que je ne ressens pas les choses de la même façon, parce que je ne vis pas les choses de la même façon, parce que je ne me sens pas conforme à la norme que la société me demande, même enfant, hein, à l'école, en société, parce que je ressens un regard, ce décalage que je ressens en moi-même, les autres le ressentent. Hein. Donc, parce que ma manière d'aborder un problème à l'école ne va pas correspondre à ce qu'on attend de moi, alors je vais ressentir ce décalage. Et du coup, ça fait des enfants qui, parfois, ont du mal aussi à gérer toute la partie émotionnelle. Ouais. Il y a énormément l'affect au milieu. Ils ont parfois du mal à faire la différence entre la matière... Oui, on a une réaction d'une internaute qui nous dit « Mon enfant de 11 ans a un haut potentiel, mais il est très anxieux, malheureux, et il a constamment peur de l'échec. Qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai envie de dire déjà, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que cette personne sait, est-ce que son enfant a été diagnostiqué ? Donc déjà, la première chose à faire, déjà, c'est de mettre des mots sur des mots, j'ai envie de dire. Au jour d'aujourd'hui, la seule manière qu'on a au départ, en fait, pour comprendre ce qui se passe, quand on a des questionnements et qu'on sent peut-être quelque chose qui va, c'est déjà se diriger vers la personne qui va faire passer ces tests. Alors, qui fait passer les tests ? Un psychologue clinicien qui va être à même de faire passer ces tests. Ce sont des tests de QI. Exactement. Donc, qui vont permettre de voir un peu, suivant différents indices, où cet enfant va se sentir le plus à l'aise. Et si d'abord... ce résultat final correspond en effet à un test du QI qui correspond... Qui serait supérieur. Voilà, qui serait supérieur à la norme. 125, 130 130. Ouais. J'ai envie de dire, c'est le départ. Parce que c'est le départ pour comprendre, en fait. Et ces tests vont nous permettre de comprendre, notamment, le fonctionnement, le profil de cet enfant,
si c'est un enfant qui va, on parle souvent de profil homogène, hétérogène, suivant justement les indices qu'il va, les différentes formes d'intelligence qu'il va développer plus ou moins, ou beaucoup plus ou beaucoup moins. Parce que c'est pas parce qu'on est HPI qu'on est très bon dans tout non plus. On peut être très bon dans une matière, dans une forme d'intelligence, et puis pas du tout dans d'autres. C'est pour ça qu'on parle souvent d'hétérogène ou d'homogène. Donc j'ai envie de dire, la base vraiment, d'aller voir quelqu'un. Pour autant, si je peux me permettre, d'être HPI, c'est pas une pathologie. Surtout pas. Surtout pas. Donc voilà. Donc on n'est pas malade parce qu'on est HPI. Hein. Non, pas du tout. D'accord. Mais par contre, on peut aider ensuite à faire en sorte que l'enfant puisse s'adapter. Et c'est là la difficulté. Justement, pour l'enfant, à quoi est-ce qu'il faut être attentif? Il va être un petit peu plus anxieux, un peu plus perfectionniste? Alors, oui, ça va dépendre de son profil. En fait, j'ai envie de dire. Il y a des enfants qui risquent de s'éteindre, par contre, parce qu'ils n'y trouvent plus d'intérêt. Parce qu'une des caractéristiques, notamment, de ces personnes-là, c'est de donner un sens à ce qu'ils font. Et donc, parfois, comme ils ne trouvent plus d'intérêt, c'est à l'école, par exemple. Quand on parle de l'école, notamment. Hein. Mais du coup, souvent, ça va être le tremplin pour des débordements à l'extérieur. Hein. L'école, ils y passent 8 heures de leur journée. Ce qu'ils ne vont pas pouvoir extérioriser ou mettre... ce qui ne va pas correspondre en fait à leur mode de fonctionnement, ça va se traduire souvent ensuite à la maison par des crises, des comportements que là, les parents vont avoir du mal à gérer, à comprendre. Et donc cet enfant, oui, il peut s'éteindre. Ou inversement, il y a des enfants rebelles aussi, provocateurs. Justement parce que c'est curieusement un sujet tabou. Carrément. Et c'est là la difficulté en fait, c'est qu'on est sur un terrain glissant parce qu'avec tous les préjugés qu'il y a avec, et malheureusement... vous le savez tous comme moi, quand on ne rentre pas dans le rail, très difficile de s'adapter. Et je pense qu'il est temps réellement de réveiller les consciences. Parce que comme un HPI, comme un dyslexique, comme quelqu'un qui est dans l'autisme, c'est vrai que quand on n'est pas dans la norme, on rencontre des problématiques. Pour autant, c'est vrai que le mot surdoué, en même temps, c'est peut-être pas le mot qui... Ce mot... Les gens, ils mettent beaucoup de choses, en fait. Hein. C'est un mot à tiroir, je dirais. Et d'ailleurs, on les appelle les zèbres. Jeanne Siofachin a décidé de les appeler les zèbres. Voilà, si on a le temps, on a eu très rapidement, on n'aura pas le temps, mais pour conclure, il faut insister sur le fait que ce sont des personnes exceptionnelles. Vous allez les aider à rentrer, entre guillemets, dans la norme, en tout cas de s'adapter à elles. Mais est-ce que c'est pas un peu dommage? Carrément pas, en fait. J'ai envie de vous dire, on ne va pas les aider à rentrer dans la norme. On va les aider surtout... Oui, mais j'ai envie de dire... de manière en pleine conscience, en tout cas. Ils s'adapteront parce qu'ils le veulent bien et qu'ils le valent bien. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de renouer avec cette identité profonde. Vraiment surtout rester exceptionnel. Quoi. Pardon? Surtout, il faut rester exceptionnel. Carrément. Ce sera le mot de la fin. Oui. Merci infiniment, beaucoup, Pascal, d'être venu nous expliquer ce que c'est justement ce haut potentiel intellectuel. Demain, à votre place, on va parler de toute autre chose. On va faire un focus sur une initiative, un concert caritatif. Et vous savez quoi? C'est notre petit Florian qui va venir sur le plateau qui nous en parlera. D'ici là, excellente fin de journée à tous. À demain. Ciao. Merci.